Bon, je pense que c'est bien, on ne va pas attendre éternellement. Déjà, vous avez été très patient. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis donc Ingrid Solaire, je suis référente de Proche Orientation pour le département de la Somme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un rendez-vous Proche Orientation qui va vous permettre de rencontrer une professionnelle, une ambassadrice de son métier qui va vous parler de son métier dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui va vous parler de son quotidien. Et puis, cette professionnelle, vous pourrez lui poser des questions via le chat. N'hésitez pas, elle est là pour ça, pour vous rencontrer, pour répondre à toutes vos interrogations sur son métier. Alors, pour tout vous dire, on a un petit souci technique qu'on n'a pas pu régler, c'est que donc notre professionnelle qui est Madame Pajot n'a pas accès à la webcam. Donc vous n'aurez que sa photo figée, mais vous allez l'entendre. Elle est là malgré tout. Et je vous la présente tout de suite. Donc on accueille Juliette Pajot. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Du coup, comme Ingrid vous a expliqué, je suis ici pour vous présenter les métiers du social et plus particulièrement l'aspect insertion professionnelle et chargé de mission. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, Juliette, d'avoir pris ce temps pour échanger sur ton métier. Alors nous, on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie. Contrairement aux pratiques en entreprise, on a plutôt tendance à se vouvoyer. Nous, on se connaît, alors on va se tutoyer du coup. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va rester ensemble à peu près 3/4 d'heure, un peu moins peut-être. Si vous avez des urgences, des cours après, eh bien sûr, vous pourrez vous déconnecter sans problème. En tout cas, nous, on sera là pour vous et pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, c'est parti. On va laisser déjà Juliette, dans un premier temps, se présenter, dire quel est son métier, quel est son poste. Alors, je suis chargée de projet en économie sociale et solidaire et conseillère en insertion professionnelle. Donc je développerai ça après, mais grosso modo, je réponds à des appels à projets qui permettent de mettre en place des projets d'insertion professionnelle. Et ces appels à projets permettent également de financer mon poste. Voilà. Alors Juliette, tu travailles dans quelle structure ? Je travaille à l'association PEP 80, pupille de l'enseignement public de la Somme, qui est une grosse association médico-sociale qui intervient sur l'ensemble du territoire de la Somme et qui permet l'accompagnement de publics en situation de handicap, que ce soit moteur, carence éducative ou autre, et donc qui propose un accompagnement de 3 à 20 ans. Donc moi, j'ai été embauchée pour mettre en place des projets qui font office de tremplin après les 20 ans. D'accord, donc c'est des projets qui sont donc en complément de ce que fait déjà l'association dans l'accompagnement de ces publics en difficulté. C'est bien ça. La plupart des structures des PEPS, ça va être des instituts médico-sociaux, ça va être des CESAD qui permettent l'accompagnement de jeunes vers l'emploi ou la formation. Voilà. Et donc, nous, on a développé une structure tout autre de l'aspect médico-social, c'est une structure d'insertion, ce qu'on appelle un atelier de chantier d'insertion et qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Du coup, l'association PEP 80 fait ce qu'on appelle du médico-social et toi, tu fais plutôt du insertion socio-professionnelle. C'est quoi la différence? Alors, insertion socio-professionnelle, on le sait parce qu'on est tu vas nous expliquer en détail, mais du coup, l'association PEP 80 fait du médico-social. C'est quoi le médico-social par rapport au social? Médico-social, on entend médicaux. Qu'est-ce que ça signifie médico-social? Alors, le médico-social, à la différence des structures autres d'insertion, c'est que on est vraiment sur l'aspect médical. Comme je vous disais, on accompagne des jeunes en situation de handicap. Donc, ça veut dire que, par exemple, cette
partie de mon poste va être financée par l'Agence régionale de santé. Et donc, l'aspect des établissements médico-sociaux, on va être sur plus de l'éducatif. Est-ce que tu peux donner un exemple peut-être concret? Si on prend l'exemple de l'IME de Grand-Lavier, l'IME, c'est un institut médico-éducatif? C'est bien ça. Et donc, ça va être un espèce de système scolaire qui va être plus adapté à destination de personnes en situation de handicap. Et on va être plus sur la pratique, sur des ateliers de production, où là-bas, il y a par exemple une cuisine d'apprentissage. Il va y avoir un terrain de maraîchage, de la menuiserie, qui va permettre aux jeunes de commencer la pratique très tôt, la production. On va être plus sur la mise en pratique. D'accord. Okay. Tout ça, c'est encadré par ce qu'on appelle des moniteurs éducateurs. D'accord. C'est aussi sur le quotidien, non, être le plus autonome possible. On a aussi ce genre d'intervention? Oui, mais il y a des éducateurs qui vont apprendre à respecter en quelque sorte les règles de vie. Arriver à l'heure à l'école, respecter les consignes, tout simplement, parler correctement. Voilà, c'est vraiment, on intervient plus sur le quotidien. Donc, si je comprends bien, ton association, elle fait du médico-social, elle accompagne des jeunes de moins de 20 ans sur le côté médical et éducatif pour apprendre à se débrouiller. Et ensuite, le projet que tu as créé, il vient après, dans un second temps, quand ils ont 20 ans et quand ils sont plus en capacité, on va être autonome et de se débrouiller. Et donc là, toi, tu vas les emmener vers l'emploi. C'est ça. Alors, je peux les emmener vers l'emploi, mais également sur l'aspect de formation. D'accord. Ok, très bien. Bon, on va rentrer dans les détails après, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que donc toi, tu n'es pas sur le médico-social, tu es bien sur l'insertion professionnelle et dans quelque chose qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire, concrètement, c'est un ensemble d'entreprises qui sont organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations, de fondations. Toi, en l'occurrence, c'est une association. Et ce qui est important de comprendre dans l'économie sociale et solidaire, à la différence du monde économique classique qu'on connaît, c'est que le fonctionnement interne de ces structures, le fonctionnement interne et aussi les activités de cette structure de l'économie sociale et solidaire, un principe qui est le principe de solidarité, enfin deux principes du coup, solidarité et utilité sociale. Voilà. Dans le monde de l'entreprise classique, l'objectif est la rentabilité de l'entreprise. Là, ici, la rentabilité n'est pas la seule question, mais principalement, c'est la solidarité et l'utilité sociale. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec le monde de l'entreprise classique. Pour vous expliquer de manière beaucoup plus facile et ludique ce que c'est que l'ESS, je vous propose une petite... Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans? Tu es jeune, connecté et plein d'énergie? Tu as 1000 idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Et ouais. Et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant, quoi. Et pourtant, tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris. Il y a des solutions. Des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas cet air suspect, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose? Non? En fait, ESS, c'est pour économie sociale et solidaire.
C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, très écolo, bisounours, baba cool. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que t'as un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites, moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Et toi, tu sais que ton boulot va dans ce sens. L'ESS, c'est sûrement ton avenir. Elle nous bascule dans un système plus durable, dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour, et tant mieux pour toi. Remettre l'homme au cœur de cette économie, c'est possible. Privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain. Tu peux toujours penser que de toute façon, c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot, que la société ne changera pas, parce que c'est comme ça. Mais tu peux aussi ouvrir les yeux, découvrir l'ESS, et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses. L'ESS fait partie de la solution. Et là, c'est que le début. Voilà, je trouve que c'est assez parlant cette vidéo, ça explique bien les valeurs de l'ESS et en effet, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi en France, hein, donc c'est quand même tout à fait considérable, donc parce que ça représente quand même 2,3 millions de salariés. Voilà. Juliette, avant de rentrer dans le vif du sujet de ton quotidien, ce serait super intéressant que tu nous expliques quel est ton parcours, comment tu en es arrivé à travailler. Est-ce que tu savais depuis toujours que tu voulais faire ça? Est-ce que tu l'as découvert plus tard? Est-ce que tu t'es formé tout de suite en sortant de ton bac? Enfin voilà, quel est ton parcours avant d'arriver à l'économie sociale et solidaire? Alors, je suis passée par plein de chemins différents. Déjà, j'ai toujours voulu être cuisinière, informaticienne, petite, je suis passée par 10 000 choses. Donc voilà, arrivée au brevet, il fallait faire un choix pour le lycée. Donc je suis rentrée en bac technologique comptabilité. Et ensuite, j'ai intégré une première année de comptabilité BTS. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui me passionnait et ayant fait une période de stage dans une structure d'économie sociale et solidaire, j'ai voulu approfondir la question. Donc, je suis rentrée en faculté de sociologie. J'ai passé un master 1 en sociologie et je me suis spécialisée en master 2 sur l'aspect culture et patrimoine. Donc, encore une fois, pas grand-chose à voir avec l'insertion professionnelle. À la suite de ça, j'ai trouvé un emploi dans une association de lutte contre l'illettrisme où j'ai découvert l'accompagnement socio-professionnel de jeunes de 16 à 25 ans, chose qui m'a énormément intéressée. Je suis donc rentrée en titre professionnel, conseiller insertion professionnelle au sein de l'organisme de formation AFPA. Donc de là, j'ai pu me professionnaliser vraiment et acquérir toutes les techniques sur l'aspect d'insertion pro. Donc voilà. Et donc j'ai effectué différentes périodes de stage qui m'ont permis ensuite d'intégrer cette structure, puisque ma dernière période de stage consistait à mettre en place un projet d'insertion professionnelle au PEP 80. Et donc, quand ma formation s'est terminée, ils m'ont proposé de continuer le travail que j'avais commencé durant la période de stage. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc, tu disais que finalement, c'est ton stage qui t'a amené à être recruté dans cette structure, en fait. Hein. Bien sûr. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Et puis, de se rendre compte aussi qu'en fait, tu n'as pas su tout de suite ce que tu voulais faire et que tu as eu un parcours qui t'y a amené. Et c'est une découverte qui s'est faite au fur et à mesure du temps, finalement. C'est ça. C'est difficile de savoir quand on est au lycée ce qu'on peut faire, étant donné qu'on n'a pas forcément idée de toute la possibilité des métiers qui existent aujourd'hui.
C'est pour ça que c'est intéressant de voir en période de stage. Encore une fois, les 2 fois où je me suis dit que je devais rentrer dans l'économie sociale et solidaire et dans l'insertion professionnelle, c'est à travers des périodes de stage. Bah oui, les stages, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de voir sur le terrain comment ça se passe au quotidien, de rencontrer les personnes et de pratiquer finalement. Et c'est ça. Alors, si vous êtes intéressé par l'économie sociale et solidaire, vous dire que, en effet, il y a beaucoup de façons de se former pour y arriver. Et vous avez la formation initiale, donc par l'éducation nationale, par les universités. Donc, on peut passer des licences, donc bac+3, jusqu'au master bac+5 en économie sociale et solidaire. Mais il y a aussi d'autres cursus qui peuvent y amener, des formations en sociologie, en économie, qui après, au fur et à mesure, se spécialisent. Et il y a aussi des formations, donc comme je vous disais, plus générales. Il y a aussi des DUT, donc qui sont et des DU, donc des diplômes universitaires ou des titres qui sont homologués, qui sont aussi des formations plus courtes. Donc on peut vraiment se former de différentes manières. Et puis selon le métier qu'on veut exercer, la formation de 2 ans post-bac. 5 ans post-bac. Voilà, c'est variable. Quoi qu'il en soit, comme toutes les branches professionnelles, il est hyper important de se former. On ne peut pas devenir compétent sans avoir appris les compétences. Voilà. On peut aussi accéder à la formation en économie sociale et solidaire par la formation continue, c'est-à-dire qui est demandeur d'emploi ou qui est salarié peut tout à fait accéder à des formations pour évoluer dans son métier. Et d'ailleurs, tout au long de la vie, quand on est salarié, on a accès à un certain nombre de formations qui permettent de gagner en spécialité ou en compétences et d'évoluer, de changer de métier tout au long de sa vie, en fait. Vous pouvez retrouver les informations sur les métiers spécifiques de l'ESS sur le site procheorientation.fr. Vous aurez les coordonnées à la fin du webinaire. Alors Juliette, tu as un poste qui est particulier dans le sens où il me semble 2 fonctions dans le même poste qui peuvent dans d'autres structures être 2 postes différents, 2 personnes différentes, puisque tu es à la fois chargé de projet conseillère en insertion, mais il y a des structures dans lesquelles on est chargé de projet ou que conseillère en insertion, mais toi dans ta structure tu as cette particularité d'exercer les 2 fonctions. Oui. J'ai été embauchée, comme je vous disais, l'aspect insertion professionnelle n'existait pas forcément au sein des PEP 80. Donc, on m'a demandé de développer des projets pour ensuite travailler l'insertion professionnelle des personnes qui pourraient bénéficier de ces projets. L'aspect chargé de projet, par exemple, consiste à développer son réseau auprès d'institutions en répondant à des appels à projets avec des objectifs spécifiques. Comme c'est indiqué, ça peut répondre à des objectifs de formation, à des objectifs de lutte contre la discrimination, la mise en place de chantiers ou d'autres dispositifs qui permettent l'accompagnement de personnes qui sont éloignées d'emploi. Alors, quand même, je précise juste une chose, excuse-moi, mais quand on parle d'appel à projet, pour ceux qui ne connaissent pas, un appel à projet, c'est une collectivité, c'est la région, c'est une métropole, c'est un département qui décide de financer des projets sur des thématiques qui lui sont importantes. Voilà. Donc, je donne un exemple au pif, un département qui dit voilà, on voudrait sur notre département développer les projets à destination des publics en situation de handicap. Donc, des associations vont répondre en proposant des projets, des activités, et puis après, le département, métropole, décide des projets qu'elle souhaite soutenir financièrement. Tout à fait, c'est ça.
C'est vrai que c'est mieux expliqué sur l'aspect appel à projet. C'est important de le préciser, le fonctionnement. Voilà. Donc, du coup, j'ai répondu à différents projets comme ça, fait plusieurs propositions. 2 ont pu être mis en place, et donc ce qui me permet aujourd'hui d'entretenir ces projets, de maintenir à flot ces projets en continuant à faire des rendus administratifs, des comptes rendus financiers, etc. Donc tout ça me permet de faire mon boulot à côté de conseillère en insertion professionnelle. Donc ça peut être différentes manières d'accompagnement, en individuel, durant des entretiens individuels avec des salariés en insertion ou autres typologies de public, qui vont développer à terme des projets soit de formation, comme je disais, ou des projets professionnels. Alors après, on peut développer des projets professionnels qui impliquent la mise en place d'une formation avant. Voilà, donc ça c'est la partie individuelle. Après, il y a d'autres manières de procéder. Ce sont des ateliers collectifs où on va apprendre aux salariés à se présenter face à l'employeur, parce que c'est jamais un exercice facile. Donc c'est un entraînement. Il faut apprendre à en parler, à se connaître, comment on peut se décrire de manière objective et positive auprès de l'employeur, comment on peut mettre en avant ses compétences, etc. Ensuite, il va y avoir la mise en lien avec les entreprises qui sont un acteur très très important de l'insertion professionnelle. Sans les entreprises, on ne peut pas forcément mettre à l'emploi. C'est compliqué, ou alors il y a d'autres moyens, mais voilà, les entreprises sont un acteur très très important de l'aspect insertion pro. Et ensuite, on va avoir du lien aussi avec les différents travailleurs sociaux. Pour s'insérer professionnellement, il est évident qu'il faut être à l'aise avec tout. C'est-à-dire que si on a des problématiques sociales, des problématiques médicales, des problématiques financières ou autres, moi, je vais faire un travail d'orientation auprès d'autres travailleurs sociaux qui vont permettre de lever toutes ces problématiques pour que à terme, la personne qui est accompagnée puisse arriver à l'emploi sans autres gros nuages qui vont encombrer l'esprit et ne pas lui permettre de ne pas être à l'aise à l'emploi. Voilà. Si vous avez des questions, rajoute une petite info. Un poste de chargé de projet, donc là je parle pas du poste de Juliette puisqu'elle a 2 postes en un, mais une personne qui est chargée de projet gagne en moyenne 2150 € brut par mois. Donc ça c'est un salaire minimum en début de carrière, et quelqu'un qui à temps plein est conseiller en insertion gagne 1900 € brut et 2300 brut, parce que dans le conseil en insertion, il y a 2 niveaux de qualification. Voilà. Donc ça c'est ce sont des chiffres globaux. Après, selon les structures, ça peut aussi changer. Maintenant, Juliette, je t'invite à nous parler plus concrètement de ce que tu fais au quotidien sur ces 2 dispositifs. Donc, tu as 2 fonctions différentes. Donc, l'atelier chantier d'insertion et le dispositif emploi accompagné. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, il n'y a aucune question bête. Toutes les questions sont intéressantes et Madame Pajot se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir, n'hésitez pas. Donc, je travaille sur 2 dispositifs. Sur les 2 dispositifs, je suis chargée de projet et conseillère en insertion professionnelle. Concernant l'atelier de chantier d'insertion, il a été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et donc, un atelier de chantier d'insertion, c'est l'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi. Donc, ça peut être des bénéficiaires du RSA, ça peut être des travailleurs en situation de handicap, ça peut être des personnes pas ou peu qualifiées. Et donc, c'est une insertion par le travail. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des contrats d'à peu près 20 heures où ils seront
sur l'atelier de production. Nous, on a choisi l'aspect cuisine et donc ils vont être encadrés par des encadrants techniques en insertion. Moi, mon travail, ça va être de mettre en lien tout ce qui peut se passer sur le chantier d'insertion avec les encadrants techniques qui, eux, vont me faire un retour sur oui, cette personne-là, aujourd'hui, elle a évolué sur l'atelier de production. Et moi, en parallèle, dans le cadre de l'accompagnement, je vais constater qu'elle a évolué aussi et qu'on va pouvoir le mettre à l'emploi. Donc, je suis assez souvent sur le chantier d'insertion pour travailler en commun avec les encadrants techniques. C'est un travail d'équipe. C'est encore une fois de l'insertion professionnelle par le travail. Donc, il y a ce travail en commun à faire. Et à côté de ça, je suis également en lien avec les institutions, donc l'État, le Conseil départemental ou l'Europe, par exemple, qui, eux, vont financer nos postes et une fois par an, nous demander de répondre à un appel à projet pour montrer l'évolution de la structure et en quoi on répond aux besoins du département, de l'État ou de l'Europe. Ça, c'est la première partie. J'espère que je suis claire. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Soit je vais peut-être. Alors, moi, j'ai une question. Dis-moi. Moi, j'ai une question. Donc, le chantier d'insertion, donc, ce sont des personnes qui viennent travailler. Donc, ils ont un contrat de travail. C'est ça. Ils ont un contrat à durée déterminée d'insertion, un CDDI. D'accord. Et si je comprends bien, à la différence d'un contrat dans une entreprise classique, là, ils travaillent, donc ils ont un patron, ils ont des objectifs, ils doivent rendre des comptes, venir à l'heure le matin, etc. Mais ils ont aussi un accompagnement, puisque si je comprends bien, c'est pour des gens qui sont en difficulté ou qui ont des handicaps, et donc ils ont un accompagnement pour les aider à progresser dans le but après de quitter votre structure, c'est ça? C'est ça. On fait vraiment office de tremplin. Alors, comme je leur dis avec tout l'amour du monde, plus ils sont sortis rapidement, mieux c'est. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Ça veut dire qu'ils sont capables d'aller travailler dans une entreprise classique ensuite. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ils auront respecté les consignes, ils seront arrivés à l'heure, il n'y aura pas d'absence injustifiée. Ils auront compris aussi le fonctionnement du monde du travail, parce qu'il faut aussi qu'on sache que quand on est à l'emploi et quand on est en arrêt maladie, il faut transmettre l'arrêt maladie à l'employeur. Voilà, c'est toutes ces petites choses. De l'entreprise, bah oui. C'est ça, c'est toutes ces petites choses qu'on leur apprend pendant toute leur période de contrat. Donc c'est des gens qui... Pardon. Non, vas-y. Fini. C'est des gens qui probablement n'auraient pas pu aller travailler directement dans le monde économique classique. Ça semble compliqué, en effet. Si je prends l'exemple... C'est très très important et c'est très important la mise en lien avec les autres travailleurs sociaux. Je vais prendre un exemple. J'ai une maman de 5 enfants qui n'a pas travaillé depuis des années et des années. Et aujourd'hui, il a fallu l'aider à quitter cet aspect de maman au foyer. Donc ça a été très très compliqué pendant les premiers mois parce qu'il a fallu qu'elle abandonne ce rôle, qu'elle se dise que voilà, il y avait le travail, il y avait la famille, et au tout début, c'était compliqué pour elle de dissocier les deux. C'était son choix. C'était son choix, tout à fait. Mais c'était compliqué. Et aujourd'hui, quand on la voit à l'emploi, on en est d'accord avec les encadrants techniques d'insertion. Alors, il y a encore quelques petites choses à mettre en place, mais ça va être de l'ordre de l'assistante sociale, par exemple. D'accord. Et alors, si on veut se rendre compte concrètement au quotidien, ça veut dire que vous l'avez aidé à résoudre quel genre de problème pour pouvoir réussir à travailler? Alors, là, par exemple, on est un de ces problèmes, enfin, soucis. Elle avait un dossier de surendettement à remettre à jour. Donc, du coup, il a fallu l'orienter vers une assistante sociale. Là, aujourd'hui, il serait intéressant pour qu'elle soit un petit peu plus libre de toutes les contraintes familiales que l'un de ses enfants soit orienté en CESAD.
parce qu'elles passent énormément de temps sur la route à l'emmener chez l'orthophoniste, à l'emmener chez un ergo. Voilà. Elle a 10 000 rendez-vous médico-sociaux qui font qu'elle a l'esprit qui est toujours encombré. Donc là, on essaye de faire en sorte que voilà, le dossier de surendettement, ça c'est une affaire qui est finie. Donc déjà, ça lui fait un nuage noir en moins dans l'esprit quand elle est à l'emploi, quand elle est sur le poste de production. Elle avait aussi énormément de mal à communiquer avec les collègues. Aujourd'hui, c'est possible. Elle avait énormément de mal à entendre quand on expliquait qu'au travail, on ne pouvait pas agir comme ça, on ne pouvait pas dire ça. On a eu des longs entretiens pour lui faire entendre ça. Aujourd'hui, elle communique, elle est quelqu'un de très autonome à l'emploi. C'est même elle des fois qui gère un peu la cuisine quand il y a besoin. C'est vraiment là aujourd'hui un bel avancement. Et elle a été embauchée en septembre 2019. Aujourd'hui, on est en novembre 2020. Donc voilà, c'est un travail, ça peut être un travail de longue haleine entre guillemets. Mais c'est notre rôle. C'est une belle réussite et j'ai hâte qu'elle soit à l'emploi parce qu'aujourd'hui, elle est prête. Malheureusement, le contexte fait qu'elle veut intégrer des restaurations collectives en milieu scolaire. Et là, aujourd'hui, je suis à la recherche de périodes de stage ou autres pour lui confirmer son projet. Encore une fois, la période de stage va confirmer son projet, va lui donner une idée de est-ce que je continue là-dedans ou pas. Et donc, voilà. Mais c'est compliqué avec le contexte. Ouais, c'est ça. Mais je suppose que de voir quelqu'un qui commence avec beaucoup de difficultés, voir cette personne résoudre ses soucis, trouver des solutions, avancer, devenir autonome, ça doit être très satisfaisant, ça, dans votre travail. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment la partie, là, aujourd'hui, sur les 4 salariés du chantier d'insertion. Il y en a une qui a intégré une formation LEA, langue étrangère appliquée. Elle est d'origine nigérienne et elle se plaît en formation. Donc, quand j'ai des retours de sa part, c'est voilà, elle adore la formatrice, elle apprend énormément, elle apprend l'outil informatique. Donc, quand je la vois et qu'elle me fait des retours aussi positifs avec un grand sourire, c'est génial. Voilà. Une reprise de formation, c'est une belle réussite aussi. Voilà. Donc, il y a plein de petites victoires qui sont en train de se faire comme ça et je les vois tous progresser. C'est voilà. C'est là où on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Ça donne du sens au travail. Je pense que c'est ça, la motivation pour travailler dans le SS et dans le social. Il faut être investi, il faut ne pas lâcher non plus. Voilà, c'est des jolies victoires, pas au quotidien, mais du coup, voilà, quand on a plein de petites victoires qui tombent comme ça au compte-gouttes, on souffle et on se dit qu'on a vraiment, voilà, comme tu dis, notre métier a du sens. C'est la particularité de l'ESS, c'est qu'il y a vraiment une utilité sociale. C'est ça. Et puis, on travaille en tout cas pour ma part, on travaille en petit collectif. Ce sont là le chantier d'insertion. Il y a 2 encadrants techniques, il y a moi, et puis 4 salariés en insertion. Donc voilà, bon, aujourd'hui, alors est-ce qu'on s'est créé une petite famille? Je ne sais pas, mais la séparation va être dure pour tout le monde. Voilà, c'est une équipe. C'est une équipe qui est soudée. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Ouais, tout à fait. C'est sûr. Et donc, au-delà du chantier d'insertion, tu interviens aussi sur de l'accompagnement sur un autre dispositif, il me semble. C'est ça. Alors, c'est le dispositif emploi accompagné qui est apparu au Canada. Donc, ça remonte déjà il y a des années. C'est en France sur certains départements depuis 3-4 ans maximum. Et c'est arrivé sur le département de la Somme en janvier 2020. On a rédigé l'appel à projet, la réponse d'appel à projet que l'Agence régionale de santé nous demandait. On y a répondu collectivement avec une autre structure et l'objectif est dans ce dispositif d'insérer professionnellement des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Et tout ça répond à une volonté de l'État, du ministère de la Santé et du ministère du Travail.
l'objectif étant l'inclusion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Ça veut dire quoi, milieu ordinaire? Bonne question. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure... C'est une question dans le chat. Non, je plaisante, ils n'osent pas poser des questions pour l'instant. Mais n'hésitez pas si vous avez... Donc, le milieu ordinaire, il y a le milieu ordinaire et le milieu protégé. Le milieu ordinaire, ça va être les entreprises classiques. Je vais prendre Auchan, Enedis, voilà. Là, on est en milieu ordinaire. Ce qu'on appelle le milieu protégé, ce sont des entreprises qui sont adaptées à des personnes en situation de handicap, encore une fois en difficulté psychique, cognitive ou moteur. Et donc, ils vont travailler dans une entreprise qui va être bienveillante, avec des moniteurs d'atelier qui vont expliquer les gestes professionnels. Voilà. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des entreprises adaptées, donc qui relèvent un petit peu plus du milieu ordinaire, où on est un petit peu plus exigeant, entre guillemets, sur la production. Et ensuite, il y a les ESAT, qui sont des établissements et services d'aide par le travail. Là, on a vraiment affaire à des publics en situation de handicap en grande difficulté, qui jamais ne pourront intégrer le milieu ordinaire. Voilà. Et donc là, ces publics-là, tu les accompagnes sur vraiment sur le milieu classique, hein, les entreprises classiques. C'est ça. On est vraiment sur par exemple, j'ai une dame en accompagnement qui travaille chez Coriolis. Oui. Voilà, qui est une plateforme téléphonique. Donc, elle, sa grande difficulté, c'est qu'elle ne gère pas le stress au téléphone. Donc, il va falloir que j'intervienne dans l'entreprise pour observer comment elle travaille, quelles sont les conditions de travail, et voir comment on peut réajuster le poste pour lui permettre d'être à l'aise au téléphone. Donc, est-ce qu'elle est dans un open space, c'est-à-dire un grand espace où il y a beaucoup de monde et peut-être qu'elle entend du bruit, peut-être qu'il va y avoir des choses qu'elle va voir sans vouloir le voir, mais elle va être bloquée. Donc là, qu'est-ce que je fais et comment je peux voir avec l'employeur la manière d'adapter au mieux le poste. Voilà. Si vous avez des questions. C'est super intéressant. Alors, c'est vrai que là, c'est le tout début. Donc, j'ai un peu du mal, quand j'arrive en entretien, je ne sais jamais trop où je vais aller, mais à chaque entretien fini, les objectifs sont posés pour le rendez-vous suivant. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je finis. Je disais, je fais du lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Là, on est encore sur une démarche qui est très très intéressante dans notre société, c'est-à-dire une démarche inclusive, de dire on laisse pas les travailleurs handicapés de côté, on essaye pour ceux qui le peuvent de les intégrer dans nos entreprises classiques en adaptant le poste de manière à ce qu'ils puissent l'exercer et qu'ils puissent se sentir bien dans le travail et y rester à long terme. C'est ça. C'est là tout l'objectif. On est vraiment dans une utilité sociale très très forte. C'est très intéressant. Et, voilà, mais en France, on est très très en retard là-dessus. Donc, on commence à y arriver. Là, ça fait 2 ans que, comme je vous disais, hein, le ministère du Travail et de la Santé veulent répondre à cet objectif. Et aujourd'hui, on est en train d'y arriver à travers ce dispositif. Il fonctionne. Il y a encore beaucoup de choses à faire, en fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, ça fait, je vous dis, 1 an oui, ça va faire 1 an, hein, janvier 2020, que le dispositif a été lancé. Donc, reste encore à mettre en place l'aspect protocolaire, le protocole de communication, parce que ces personnes-là passent par la liaison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH, qui va dire oui ou non. La personne concernée peut intégrer ce dispositif parce que oui, elle est apte à aller en milieu ordinaire. Et tout ça réunit une équipe pluridisciplinaire
avec un psychologue, un médecin du travail et les chefs du dispositif emploi accompagné. Voilà. C'est encore une fois un travail en équipe, chacun avec sa discipline, hein, comme tu disais dans ton équipe de chantier. Chacun vient avec sa discipline, ses compétences, et ça fonctionne parce qu'il y a un travail en équipe, finalement. C'est ça. Mais je pense ça, c'est aussi des particularités du travail social, de l'insertion. Voilà. C'est que ce soit avec les travailleurs sociaux ou avec les entreprises ou avec les institutions, ça reste un travail d'équipe, de communication. Donc voilà. Je vous donne quelques informations sur y a-t-il du boulot dans l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France. Alors, pour tout vous dire, ces 2 dernières années, il y a eu 0,07% de l'emploi en Hauts-de-France. Pourquoi? J'ai pas d'explication, tout simplement parce qu'à un moment, il y a des appels à projets, il y en a moins, il y en a plus, il y en a moins, et c'est une variation 0,07. C'est pas grand-chose. On voit surtout que la plupart là des postes, ils sont exercés des associations. Par contre, ce qui est intéressant, même s'il y a eu cette baisse-là, c'est de savoir que aujourd'hui, les salariés sont vieillissants dans ce secteur et que va y avoir des départs en retraite dans les années à venir. Donc aujourd'hui, dans notre région, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi. Hein, c'est à peu près comme en France. Et là, on estime que d'ici 2025, il y aura 600 000 départs à la retraite sur toute la France. Donc, il y aura des répercussions aussi chez nous en haut. Donc, il y aura des postes à pourvoir. Principalement, les postes qui sont à pourvoir seront des postes de chargé de projet parce que vous l'avez compris, chaque fois qu'il y a un nouveau projet, eh bien, il y a un nouveau poste puisque on recrute quelqu'un pour répondre à un appel à projet et donc des nouvelles subventions, des nouveaux fonds. Donc du coup, ça va être des postes qui vont être recherchés. Les postes comme Juliette d'insertion, hein, les postes d'insertion d'aide à la personne, aussi sur l'accompagnement des migrants. Aussi les postes de levée de fonds, ça c'est ce qu'on appelle aller chercher dans les appels à projets, trouver à la fois des fonds publics, mais aussi trouver des fonds privés. Merci Lucie. Lucie doit partir. Merci de nous avoir dit. Cassie, je finis le petit paragraphe et on va répondre à votre question. On va rechercher aussi des personnes sur la question de la finance et de la bonne gestion financière de ces projets. On va rechercher des personnes qui ont un profil, pas forcément que social, mais un profil aussi un peu business, entre guillemets, des personnes qui ont ces deux côtés, hein, social et business, parce que il y a une, donc ces projets doivent être rentables malgré tout, même s'ils sont dans un but social. On va chercher aussi des personnes qui sont en capacité d'entretenir les partenariats, comme disait Juliette Pajot, avec les institutions, l'État, les régions, les départements, l'ARS, mais aussi avec les partenaires entreprises. Hein, et donc des personnes aussi, on va rechercher des personnes qui travaillent sur le cadre politique pour faire évoluer aussi les réglementations et la législation. Voilà. Donc, on va pas dire que l'économie sociale et solidaire fait partie des métiers porteurs où il y aura le plus d'emplois dans l'avenir. Non, on peut pas dire ça. Ça fait pas partie de cette liste de métiers porteurs. Cependant, oui, c'est une branche dans laquelle il y a des recrutements, il y aura des recrutements. L'essentiel étant de se former. Voilà. Une question donc de Cassie. Est-ce que, donc qui s'adresse à Juliette, est-ce que vous pouvez aider des personnes avec des handicaps ou pas à trouver un travail hors France? Alors, c'est une très bonne question. Je dois avouer que jusqu'ici, je ne me suis pas encore retrouvée dans ce cas de figure. Là, c'est peut-être possible. Mais pour l'instant, j'ai encore jamais eu à le mettre en application, donc je dois avouer que j'ai pas forcément de réponse à votre question. Désolée.
Après, je pense que la difficulté, c'est aussi que les réglementations autour de l'emploi dans le handicap, c'est pas le même en France et ailleurs. Et puis après, l'autre difficulté, je pense aussi, Juliette, que aller rencontrer un employeur dans un autre pays, c'est pas la même chose que d'aller rencontrer un employeur à 30 kilomètres de là où on est. Hein. C'est sûr que d'un point de vue réglementation, etc., c'est plus compliqué. Tout à fait. Petite connerie que vous venez d'entendre, pile poil. On a tenu les 3/4 d'heure et je vous remercie d'avoir été avec nous pendant ces 3/4 d'heure. Moi, j'ai une dernière question. Quelles sont les qualités fondamentales qui sont nécessaires pour travailler dans le social, dans l'insertion professionnelle, dans l'économie sociale et solidaire? Alors, la bienveillance, tout simplement, beaucoup de bienveillance, la patience aussi, beaucoup d'écoute, ce qu'on appelle de l'écoute active aussi, savoir faire du lien, savoir communiquer. Je pense que ce sont les choses essentielles. Mais vraiment, encore une fois, j'insiste plus sur la bienveillance. D'accord. Merci Juliette. Et puis, la toute dernière question pour clôturer. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton travail? Comme je disais tout à l'heure, les petites victoires que j'ai avec les salariés en insertion et quand je termine mes entretiens sur le dispositif emploi compagnie, que même si je sais pas où je vais, je sais qu'on a mis en place un plan d'action et qu'à terme, ça aboutira. Mais ces petites victoires, et quand je vois la salariée en insertion qui me parle avec le sourire de sa formation et de sa formatrice qui sont géniales, c'est juste le bonheur. Voilà. En tout cas, ça semble être un métier qui donne beaucoup de satisfaction et ça fait plaisir. C'est sûr. Moi, tu sais ce que c'est. Voilà, c'est pas un métier qu'on choisit par hasard, vous l'avez compris, c'est un métier qu'on choisit parce qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur. Si vous avez encore des questions, c'est le moment avant que l'on coupe. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup Juliette d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous sur ton métier. C'était vraiment très très intéressant. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci à tous de m'avoir écouté. Et oui, n'hésitez pas à poser des questions, même plus tard, peut-être que ça peut t'arriver. Et puis voilà. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, trouvez en partie des réponses sur le site de procheorientation.fr. Et puis, si vraiment vous n'avez pas trouvé réponse, adressez-nous un mail à procheorientation@hautefrance.fr. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Au revoir.